c'est-à-dire sont des chapitres écrits, rédigés par le docteur Terki Ali. Il était mon étudiant, je le remercie beaucoup. C'est un étudiant très brillant, donc il a fait un très bon cours et aussi même il a fait aussi des PowerPoint que je présente également pour les deuxièmes années. Voilà. Alors, donc, on arrive au transport actif. Alors, le transport actif, donc, comme donc la dernière fois, on a vu le transport passif. Le transport actif, donc, c'est un transport qui nécessite de l'énergie. Pourquoi? Parce que donc, les molécules sont transportées contre leur gradient de concentration d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. En fait, ce transport actif, donc, par exemple, ici dans le schéma, on a pris l'exemple de la pompe Na+K+. Donc, c'est une pompe la plus connue des pompes, c'est-à-dire et la plus connue, le transporteur le plus connu dans le transport actif, dans la catégorie de transport actif. Donc, la pompe Na+K+, comme vous voyez dans les schémas, donc l'X+3 Na+, pour internaliser ou faire entrer de K+, donc elle maintient la concentration intracellulaire stable. Donc c'est une concentration qui est bien sûr où la concentration de potassium domine celle du sodium et l'extérieur bien sûr c'est le contraire. Alors la pompe toujours, donc vous voyez comme le schéma le montre. Donc, c'est une pompe qui est constituée en général le tout de 4 sous-unités, 2 alpha et 2 bêta. Ici, on a présenté dans le schéma ici, il y a une paire, c'est-à-dire bêta-alpha qui est présentée. La sous-unité alpha, donc elle expulse 3 Na+, contre une prise de 2 K+. Donc, bien sûr, tout en hydrolysant de l'ATP. Voilà. Et les deux types d'ions sont transportés les deux contre leur gradient de concentration. Donc, comme vous voyez, donc le sodium ici, qui se trouve à l'intérieur de la cellule, il est moins concentré, il est expulsé dans un milieu plus concentré qui est le milieu extérieur. La même chose pour le K+, donc il est fait entrer dans la cellule d'un milieu donc moins concentré vers un milieu plus concentré. Donc c'est un transport qui est, regardez bien, on dit il est électrogénique ou électrogène, c'est un transport électrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il induit une différence de charge entre le milieu intérieur et extérieur, évidemment parce que vous voyez bien qu'il y a 3 charges positives qui sont expulsées contre une entrée de 2 charges positives. Donc, on va avoir quoi? On va avoir un déficit de charge positive à l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur. C'est pourquoi donc, on a toujours tendance dans le potentiel membranaire de repos à mettre une charge négative à l'intérieur et une charge positive à l'extérieur, tout simplement parce qu'il y a moins de charges positives, c'est-à-dire en général, en gros, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, vous avez aussi ici une remarque. Ouabaïne. Alors, l'ouabaïne, c'est quoi? C'est une drogue, donc une substance extraite de plantes. Alors, c'est une molécule inhibitrice spécifique de cette pompe. Donc, ouabaïne, elle inhibe spécifiquement cette pompe. Donc, elle se fixe généralement sur le site de fixation de K+, y entrant en compétition avec le K+, pour le même site de fixation. Donc, on a aussi alors ici un petit peu une petite remarque. Donc, ce cours, cette partie transport actif, elle est un petit peu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous concerne, nous? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Donc, c'est les informations importantes. Pourquoi? Parce que, alors regardez bien, si on avance, on va voir, voilà, définition de transport actif primaire.
Et là, on revient vers les transports actifs. Donc, c'est un petit peu pas grave. Alors après, on va revenir. Donc, le transport actif primaire, la définition, il y a aussi transport actif direct, il requiert un apport. C'est la même définition, voilà. Donc, vous avez deux types de transport actif. Vous avez transport actif primaire, vous avez transport actif secondaire. Donc, ici, transport actif primaire, on va voir des exemples. Le premier exemple, donc, c'est la pompe Na+, K+, ATPase. Donc, déjà, on en a parlé, d'accord? Ici. Voilà. On a parlé de la pompe Na+, K+. Ici, on va en parler un peu. Donc, vous avez transport actif, il est divisé en deux, transport actif primaire, qui sont des pompes. Donc, ce sont des pompes, ou on les appelle aussi des ATPases. Donc, elles hydrolysent l'ATP directement. Et vous avez un deuxième type d'actif, de transport actif, qui est le transport actif secondaire. Alors, le transport actif secondaire, il est soit un antiport, ou un contre-transport, ou un co-transport, on l'appelle aussi symport. Donc, tout d'abord, on va voir le transport actif primaire. Donc, on va revenir après vers les exemples, parce que c'est un petit peu ici surtout. Hein. Alors, donc, on va voir transport actif primaire. Donc, sont des pompes. Alors, la pompe Na+, K+, ATPase. C'est une glycoprotéine transmembranaire tétramérique, donc constituée de 2 alpha, 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Alors, comme vous voyez ici, donc, il y a 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités. Et chaque sous-unité, tout à l'heure, on a vu une sous-unité. Donc, deux sous-unités. C'est-à-dire, on parle surtout de l'alpha. Donc, une sous-unité qui transporte, qui expulse 3 Na+, contre une prise en charge de 2 K+. Donc, ça veut dire, celle-ci, elle expulse, alpha, elle expulse 3, et alpha, elle expulse aussi 3. Donc, le tout expulse 6. Alors, la sous-unité alpha sont celles qui sont impliquées dans le fonctionnement de la pompe dite catalytique. Donc, pourquoi? Parce qu'elle porte aussi un site catalytique, donc en intracellulaire. Donc, site catalytique hydrolyse l'ATP. Les sous-unités bêta, celles qui sont en orange, sont glycosylées, ont un rôle purement structural, donc probablement, elles ont certainement un rôle, mais pour l'instant, c'est pas clair. Alors, le fonctionnement de la pompe Na+, K+, est permanent, cyclique. Alors, vous voyez bien, on suit comment elle fonctionne cette pompe. Alors, regardez bien. Donc, elle consomme, cette pompe, 25% de l'ATP cellulaire. Donc, c'est environ. Parce qu'il faut savoir une chose, que en fait, cette consommation d'ATP diffère d'une cellule à une autre. Il y a donc, des cellules qui, par exemple, des cellules excitables, l'activité membranaire, donc dépolarisation, repolarisation, etc., dépendent beaucoup du fonctionnement de cette pompe Na+, K+. Donc, on imagine que donc, le pourcentage de consommation de l'ATP est plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est en moyenne, juste en moyenne. Donc, un cycle dure 10 millisecondes et se déroule, c'est-à-dire ce cycle d'expulsion de Na+, de faire entrer de K+, donc, dure à peu près dure 10 millisecondes et se déroule en plusieurs étapes. Alors, la première étape, regardez bien, ici, c'est mentionné. Donc, 3 ions sodium se fixent sur leur site spécifique au niveau de la sous-unité alpha, ce qui déclenche, alors qu'est-ce qu'il va y avoir une phosphorylation de la pompe. Regardez, une phosphorylation de la pompe grâce à son activité ATPasique. Donc, activité ATPasique, elle va hydrolyser l'ATP en phosphate, donc, qui va se lier, et libère de l'ADP. Alors, regardez bien, cette phosphorylation, elle va provoquer donc une expulsion de ces ions, donc sodium. Changement de conformation et expulsion et sortie de sodium. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les 3, donc vous voyez bien, les 2 K+ vont se lier à leur site
et ça va provoquer une déphosphorylation, c'est le contraire. Donc, le phosphate qui était ici va donc quitter, se détacher de la sous-unité alpha, ce qui va provoquer donc l'expulsion de potassium à l'intérieur de la cellule. Donc voilà, donc ça c'est un cycle bien sûr simplifié. Donc il va y avoir un échange électrogène de d'ions, donc de charges positives, donc de part et d'autre de la membrane. Donc avec phosphorylation et déphosphorylation. Donc ça représente donc une seule sous-unité alpha. Voilà. Donc maintenant, voilà. Ici, on va voir une autre, avant d'entamer une autre pompe. Oui. Parlons un petit peu de cette pompe Na+K+. La pompe Na+K+ existe dans toutes les cellules. Donc, c'est une pompe, c'est grâce à elle que le cytoplasme garde sa concentration faible en sodium et élevée en potassium. Et de cette façon, le sodium, il a toujours tendance à entrer par diffusion facilitée, donc transport facilité via les canaux qu'on a vu déjà, les canaux sodiques, et le potassium, il quitte la cellule, donc il passe vers le milieu extérieur, bien sûr toujours par transport diffusion, donc transport passif, via des canaux ioniques. Voilà pour la pompe Na+K+. Maintenant, on va voir une autre pompe. En fait, c'est une pompe qu'on ne trouve pas. C'est pas comme la pompe Na+K+, c'est-à-dire elle n'est pas très répandue dans l'organisme. Alors, vous voyez, on va revenir vers l'arrière. Mais c'est pas méchant. Donc, c'est la pompe, alors, H+, K+, ATPase. Alors, ici, je vais demander aux étudiants d'enlever ça, le pompe à proton. Parce que c'est vrai que ça transporte le H+, mais on ne l'appelle pas vraiment pompe à proton parce qu'une pompe à proton, elle expulse uniquement les protons H+. Donc ici, on va l'appeler, nous, dans notre cours, on va l'appeler la pompe H+, K+, ATPase. Donc cette pompe, alors vous voyez bien, donc elle va expulser donc un H+ à l'extérieur, de la lumière à l'extérieur, et elle va faire entrer le K+. Et c'est une pompe, une ATPase. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose comme la pompe Na+K+, elle va hydrolyser l'ATP pour fonctionner bien sûr. Donc elle est située où cette pompe H+, K+? Donc on a dit, elle expulse le H+ vers la lumière et elle fait entrer le K+. Et c'est une pompe consommatrice d'énergie. Alors, localisée au niveau de la membrane plasmique, pôle apical et luminal des cellules pariétales gastriques. On la trouve aussi au niveau du rein. Elle fonctionne comme un anticorps, mais attention, ce n'est pas un anticorps. Anticorps, ça veut dire quoi? Ici, cette phrase, elle veut dire quoi? Ça veut dire elle transporte les deux ions dans des directions différentes. Mais ce n'est pas un anticorps, parce qu'un anticorps, ce n'est pas une pompe. Et quand ça, il ne dégrade pas l'ATP, il n'a pas une activité ATPasique. Voilà. Alors, ce transporteur expulse un ion H+ à l'extérieur de la cellule et fait passer un ion K+ à l'intérieur de la cellule. Donc, au niveau de l'estomac, vous avez un suc gastrique qui est très acide, et l'acidité du suc gastrique est due à l'activité de cette pompe H+, K+. Donc, le H+, il est expulsé dans la lumière intestinale, la lumière gastrique, et c'est pour ça donc on a un suc gastrique acide. Donc, voilà. Donc, on la trouve au niveau de la membrane apicale de la cellule pariétale gastrique, apicale, c'est-à-dire celle du côté qui est dirigée vers la lumière. On la trouve également au niveau des reins, donc elle participe aussi un petit peu à l'acidification des urines. Donc elle expulse les H+ dans les urines, donc elle participe un petit peu à l'acidification des urines. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième pompe. Maintenant, on va passer à une autre pompe qui est
Donc, la pompe, alors, calcique, je pense? Non, la pompe à proton. Voilà. Celle-ci, on l'appelle généralement la pompe H+, ATPase. En fait, je vais vous dire une chose. Quand on dit la pompe H+, c'est pas la peine d'ajouter ATPase. Ou on met la H+, ATPase. C'est la même chose. Une pompe, ça veut dire une ATPase, mais c'est pas grave. Donc, celle-ci, la pompe H+, ou une H+, ATPase, on l'appelle aussi une pompe à proton. Alors, une pompe à proton, donc elle est présente sur les membranes des lysosomes et des endosomes. Alors ici, attention, vous savez que dans les cellules, il y a ce qu'on appelle les lysosomes. Donc les lysosomes sont ces vésicules qui ont un milieu intra-lysosomal, un milieu qui est acide, et ça sert à la dégradation des déchets donc, dans la cellule. Dégradation des débris cellulaires, etc., des bactéries, etc. Donc, mais cette pompe à protons, on la trouve également au niveau de la membrane plasmique. Et elle expulse les protons H+ à l'extérieur de la cellule. C'est-à-dire, vous savez que la membrane, dans le cytosol, il a un pH, à peu près le cytosol de la cellule, le cytosol, il a un pH neutre, 7,3, 7,4. Donc, ce pH, il est gardé stable. Donc, le métabolisme cellulaire, il a toujours tendance à produire des protons H+. Ces derniers vont acidifier, ont tendance, bien sûr, ils vont acidifier. En fait, ils ont tendance à acidifier le milieu. Mais le milieu intracellulaire n'arrive pas à ce stade d'acidification. Au contraire, il expulse au niveau à l'extérieur de la cellule les protons H+. Aussi, les lysosomes, donc ces pompes à protons, elles expulsent les protons H+ à l'intérieur des lysosomes, qu'elles gardent bien sûr le milieu intralysosomal, donc acide. En fait, c'est lié à leur fonction, qui est la dégradation des produits, de déchets, etc. Donc, vous voyez bien que cette pompe, elle fonctionne contre le gradient de concentration. Le cytosol, qui a un pH 7,3, donc ces pompes expulsent les protons H+ d'un milieu moins concentré, cytoplasme, vers l'extérieur, plus concentré. La même chose pour les lysosomes. Donc ces pompes expulsent d'un milieu moins concentré en H+, qui est le cytosol ici, parce que le lysosome, il se trouve dans la cellule. Donc le milieu extérieur de lysosome, c'est le cytoplasme. Donc le milieu cytoplasmique, il est de 7,3. Le milieu intralysosomal, c'est 5 le pH. Donc le milieu intralysosomal, il est plus concentré en protons H+. Donc les protons passent d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Voilà. On va voir une autre, alors c'est la pompe calcique. Alors elle est là, la pompe calcique. Voilà, la pompe calcique, la pompe ou la calcium ATPase. Alors, donc, il faut savoir une chose, que le calcium à l'intérieur de la cellule, dans le cytosol, il est très faible, la concentration du calcium, elle est très faible et elle doit rester faible par rapport au milieu extérieur. Toujours. Donc, cette concentration faible de calcium à l'intérieur de la cellule, elle est gardée grâce à ces pompes calciques qu'on trouve au niveau de la membrane plasmique. Donc, au niveau de la membrane plasmique, on a ces pompes calciques qui expulsent donc, le calcium de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. Donc, elle expulse d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré, bien sûr, en utilisant l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP. Donc, ce sont des pompes, donc elles ont une activité ATP-asique. Alors, donc, cette pompe, on la trouve également au niveau du réticulum endoplasmique spécifique aux cellules musculaires qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique.
Donc, il faut savoir une chose, que le réticulum endoplasmique, il est très riche, donc il est très concentré en calcium. On va avoir, vous avez deux types de pompes calciques. Une qu'on trouve au niveau de la membrane plasmique, toutes les cellules de l'organisme, bien sûr, elle est présente de toutes. Elle permet l'extrusion ou l'expulsion d'un seul ion de calcium pour une molécule d'ATP hydrolysée. Vous voyez, celle qui se trouve au niveau, elle est présentée ici. Regardez, elle est là. Donc, c'est ce qu'on appelle PMK. Probablement monocalcique, d'accord? Pompe monocalcique. Membranaire. Non, pardon, c'est membranaire. Hein. Pompe membranaire calcique. Donc, elle expulse le calcium contre une hydrolyse d'ATP. Voilà. Donc, elle maintient le taux de calcium intracellulaire très bas par rapport au taux extracellulaire. Voilà, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Le deuxième type de pompe qu'on trouve, c'est, donc on la trouve au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Donc pour les cellules musculaires, on l'appelle ce réticulum donc sarcoplasmique. On l'appelle, voilà, donc sarcoplasmique calcium. Donc ici on la trouve au niveau, voilà, elle est là. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette pompe? Elle expulse, donc elle fait entrer le calcium du milieu cytosolique vers le milieu interne du réticulum endoplasmique. Donc bien sûr, d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. On a dit le réticulum, il est très concentré en calcium. Voilà. Donc, localisé au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, de nombreuses cellules musculaires squelettiques, cardiomyocytes, ce sont des cellules cardiaques, cellules musculaires lisses, cellules pancréatiques, plaquettes, etc., assurent le transport actif des deux ions. Alors ici, voilà la différence entre celle membranaire et celle qui se trouve au niveau du sarcoplasmique. Donc celle-ci, elle expulse en même temps deux calcium pour un ATP hydrolysé, alors que celle membranaire expulse un seul calcium pour un ATP hydrolysé. Donc voilà la différence. C'est entre la localisation et suit bien sûr le nombre de calcium expulsé. Voilà. Donc ici le schéma. Donc regardez bien ça. Donc, vous savez que le réticulum sarcoplasmique, c'est un réservoir de calcium dans la cellule. Et bien sûr, lors de par exemple, la contraction musculaire, donc il y a libération de calcium du réticulum, d'accord, par des canaux spécifiques qu'on trouve au niveau du réticulum. Donc ces canaux, donc c'est un passage, donc c'est un transport qui est passif. Donc ça passe d'un milieu plus concentré vers un milieu cytosolique qui est moins concentré en calcium. La même chose, au niveau de la membrane plasmique, on trouve également des canaux spécifiques au calcium. Donc vous avez des canaux calcium voltage dépendants. Donc ils s'ouvrent par changement de dépolarisation. Donc quand il y a une dépolarisation, donc le calcium ici, quand il s'ouvre ces canaux spécifiques au calcium, donc il y a une entrée d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc vous voyez, donc c'est un transport passif des canaux, comme on l'a déjà vu. La même chose, on a aussi, c'est un transport passif, mais cette fois-ci, sont des canaux ligand calciques ligand dépendants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut qu'un ligand, par exemple un neurotransmetteur, se fixe sur ce canal pour qu'il s'ouvre. Donc vous allez avoir soit c'est du calcium qui se fixe, soit quand on dit ligand, ça veut dire qu'il peut y avoir un ligand qui va se fixer, par exemple le glutamate qui se fixe et s'ouvre, et donc il y a le calcium. Ça c'est un exemple qui va entrer. Donc ça, les deux, donc c'est un transport passif. Les deux aussi ici, qui permettent la sortie du réticulum, transport passif également. D'accord? Donc voilà, donc ce qui nous intéresse ici, regardez bien, la pompe ici on l'a présentée, bon, c'est normal, elle est présente dans toutes les cellules.
Voilà. Donc ça, c'est donc la pompe calcique qu'on a. Donc, on passe à une autre pompe. C'est la dernière, je pense. En fait, on a cité ici les pompes les plus connues. Alors, la pompe qu'on a cité la dernière, voilà. Donc, ce sont la super famille des transporteurs ABC, ATP, Binding Cassette. En fait, il faut savoir, en français, ce type de pompes, on les appelle les pompes à effluve. Donc, en fait, c'est des pompes qui se trouvent dans l'organisme en grande quantité et que c'est des pompes que notre organisme est protégé contre des substances chimiques, des substances exogènes, ce qu'on appelle les xénobiotiques exogènes, xénobiotiques, et bien sûr, ce sont des substances qui peuvent être dangereuses pour l'organisme. Par exemple, ces pompes, on les trouve en grande quantité alors au niveau du foie, au niveau de, par exemple, au niveau de l'intestin. Par exemple, si vous mangez un fruit, même si vous le lavez, comme vous savez, on utilise donc des pesticides, on utilise des produits chimiques pour dans l'agriculture. Donc même si on lave, même l'eau, d'accord, peuvent contenir des petites quantités de xénobiotiques, de molécules qui peuvent être dangereuses, cancérigènes, etc. Donc, quand elles entrent dans les cellules intestinales possèdent donc ces pompes à effluves, elles vont expulser donc ces produits dans la lumière intestinale qui va, bien sûr, être débarrassée dans les matières fécales. Donc, elles jouent un rôle très important. Donc, ça, c'est important, donc on va le lire un petit peu. Elle constitue la plus grande famille des transporteurs membranaires et la plus variée des pompes activées par l'ATP. Vous voyez? Donc, elles sont retrouvées dans tout l'organisme vivant. Ils ont une structure en 4 domaines. 2 domaines hydrophobes. En fait, 2 domaines hydrophobes. Donc, 2 domaines qui traversent la membrane, transmembranaire, formant le site de reconnaissance des substrats, et 2 domaines hydrophiles conservés impliqués dans l'hydrolyse de l'ATP, source d'énergie de transport. Donc, on va voir un petit peu ça, on va agrandir un petit peu. Voilà, regardez bien. Cette pompe à effluve, on appelle ATP binding, comment elle fonctionne. Alors, vous avez des xénobiotiques, c'est-à-dire, alors, cette molécule, elle est entrée à l'intérieur de la cellule. Elle est entrée par, bon, probablement, si elle est hydrophobe, elle va entrer à travers la membrane plasmique, par exemple, ou peut-être elle peut, par exemple, entrer par des transporteurs, d'autres transporteurs, hein, d'autres canaux. Si elle a sa structure ressemble aux molécules, etc. Donc, quand elle est à l'intérieur, elle est entrée à l'intérieur de la cellule, vous voyez bien, donc l'ATP va se fixer sur ces parties. Alors, et donc, il y a une hydrolyse d'ATP, ADP, et là, vous avez une expulsion de cette molécule. Donc, vous voyez bien, donc il faut l'hydrolyse d'ATP, sans entrer dans les détails. Alors maintenant, pour l'appellation, on va voir ici. Je l'ai ici, parce qu'il n'y a pas de légende dans ce cours. Voilà. Alors, TDM. Voilà, ici on n'a pas de transmembranaire. Donc ça, c'est une partie qui traverse la membrane, si elle est intracellulaire. Alors, donc on a dit, ces pompes à effluves, elles jouent un rôle important dans l'import influx et l'export efflux. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle donc c'est des pompes à efflux. Pourquoi? Parce qu'elles exportent, elles expulsent donc une grande variété de substrats, des ions, des xénobiotiques, voilà,
Donc, ils sont surtout exprimés dans le foie, on les trouve dans le foie, dans les intestins, dans les reins. Vous voyez bien que les reins, les intestins, par exemple, et le foie, regardez bien les 3 organes, donc ce sont des organes qui produisent, en fait, sont des organes qui sont liés à un liquide ou pour éliminer les déchets. Les reins, on élimine dans les urines, les intestins, on élimine dans les matières fécales, et le foie, donc il élimine dans la bile. La bile, donc c'est le liquide iode qui se trouve dans la vésicule biliaire. Donc il y a élimination des xénobiotiques dans la bile, et bien sûr la bile, elle va être déversée dans les intestins, et bien sûr elle va aller, donc elle va être excrétée dans les matières, rejetée dans les matières fécales, où ils sont largement associés au processus de détoxification cellulaire, mais aussi à des fonctions physiologiques propres au métabolisme. Donc, détoxification. Donc, c'est grâce à ces ATP binding ou des pompes à efflux que l'organisme se protège donc, contre les différentes molécules étrangères qui entrent dans l'organisme par le biais surtout donc de l'alimentation, etc. Alors, cependant, il y a un petit... elles peuvent être, donc, paradoxalement, elles peuvent être détournées par des cellules cancéreuses. Vous savez qu'une cellule cancéreuse, elle était donc, avant une cellule normale, donc une cellule cancéreuse contient aussi des ATP binding, donc elle va les surexprimer, la cellule cancéreuse. Donc la membrane plasmique, elle va présenter un grand nombre important de ces ATP, de ces pompes à efflux, et de cette façon, elle va jouer le rôle elle va intervenir dans la résistance, donc à la chimiothérapie, donc à la médication, donc au traitement par chimiothérapie. Quand on fait des substances, un traitement chimique, donc ces cellules tumorales vont expulser via ces pompes ces produits chimiques vers l'extérieur, et donc la cellule tumorale ne va pas être atteinte par ces médicaments, et donc elle va résister. Voilà. Donc la chimiorésistance de certaines tumeurs est due à une surexpression d'un transporteur de la famille ADC, donc multidrogue résistance, qui expulse vers l'extérieur de la cellule les médicaments de la chimiothérapie. Vous voyez. Donc ça c'est voilà, c'est le hic concernant donc ces ATP binding. Donc elle est anormale, elle protège l'organisme, et quand il y a une tumeur, en fait, grâce à elle, cette tumeur résiste au traitement chimique. Vous avez également une autre pompe à efflux aussi qui est connue, donc on appelle le canal CFTR, cystic fibrosis récepteur. Donc c'est un canal. Donc c'est un canal qui expulse le chlore. En fait, ce canal, il fonctionne donc normalement chez les personnes bien sûr normales. Donc vous voyez bien, donc ici, là, on n'a pas fait ce qui manque dans les schémas. D'abord, c'est le titre et aussi la légende. Donc, mais c'est pas méchant, donc vous pouvez trouver la légende sur Internet. Donc ici, par exemple, les différents noms. Donc, par exemple, donc ici, alors, ici le MSD1, domaine 1, donc c'est par exemple ici, c'est le domaine transmembranaire D1, ici c'est le domaine transmembranaire 2. Alors ici, donc ici NBD, c'est le NBD nucléotide binding domain, nucléotide 1, nucléotide binding domain 2. Donc il fixe les nucléotides, l'ATP sont les nucléotides, voilà.
Donc, comment il fonctionne à l'état normal? Alors, donc vous avez l'ATP qui va se fixer sur ces deux sites, regardez bien. L'ATP qui va se fixer, il va être phosphorylé, donc il va se transformer en ADP, mais également, vous avez une partie qu'on appelle à l'intérieur de la cellule, on appelle le RD, donc c'est le RD, R domaine, c'est regulatory domain, R, donc c'est un domaine de régulation aussi. Domaine de régulation. Vous voyez bien, il va être phosphorylé. Donc ici, PKA, c'est les enzymes de phosphorylation. C'est protéine kinase A. Protéine kinase A, quand elle va phosphoryler ce domaine, vous avez la fixation de l'ATP dans ces deux domaines, donc nucléotide binding domaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le chlore va être expulsé. Juste pour vous dire que c'est un canal à chlore, mais c'est une pompe également. D'accord? Une pompe également. Donc, vous allez me dire, il sert à quoi? Quel est son rôle? En fait, cette pompe, on la trouve surtout au niveau des canaux, au niveau des canaux pancréatiques. Donc également au niveau de beaucoup de cellules, par exemple, au niveau de la trachée, des voies respiratoires. Lors d'une maladie, ce qu'on appelle la mucoviscidose, donc il y a une mutation du gène qui code pour ce canal. Donc ce canal ne fonctionne pas bien, donc il ne peut pas expulser le chlore pendant cette maladie. Et le fait qu'il ne peut pas expulser le chlore, il y a des conséquences qui sont très graves. Par exemple, vous savez que par exemple, au niveau de l'estomac, il y a la sécrétion de l'acide. Comme on a dit tout à l'heure, le suc gastrique, il est acidifié. Et quand il arrive au niveau de l'intestin, il doit être tamponné. C'est-à-dire, il faut que cette acidification soit neutralisée. Elle est neutralisée par quel moyen? En fait, c'est par la libération d'un suc pancréatique et aussi un suc biliaire qui sont alcalins. Et que si, par exemple, ces canaux ne fonctionnent pas, par exemple lors de la mucoviscidose, le chyme gastrique, de l'acidité gastrique, n'est plus tamponné, n'est plus neutralisé. Donc elle restera toujours acide au niveau de l'intestin et ça va provoquer des problèmes digestifs très graves pour le malade. Aussi, donc, pourquoi? Parce que lors de la mucoviscidose, il y a ce problème digestif qui est grave, mais aussi il y a plus grave que ça. En fait, au niveau des voies respiratoires, donc le mucus qui est libéré, il est très très dense, donc la personne, il n'est pas lubrifié, il n'est pas hydraté, il n'est pas fluide. Donc il va y avoir un manque de sécrétion d'eau au niveau des voies respiratoires. Donc le mucus, il est très dense et la personne, elle aura du mal à respirer difficilement. Et bien sûr, avec le temps, il va y avoir des problèmes respiratoires, des inflammations respiratoires, etc. Et la personne va, bien sûr, va avoir beaucoup de problèmes. Et généralement, les personnes qui ont la mucoviscidose, donc elles vivent pas très très longtemps. C'est-à-dire, elles meurent plus ou moins jeunes. Hein. Maintenant, bon, on arrive à 40, 45 ans peut-être, mais avant, 25 ans, c'est bon. Hein. Bon, voilà donc on ne va pas s'attarder à ça parce que ce n'est pas le but. Ici, donc c'est juste pour voir que dans les ATP binding, donc vous avez, c'est un exemple, ce qu'on appelle donc un canal CFTR, donc l'anomalie de ce canal provoque ce qu'on appelle la mucoviscidose. Ou dans la mucoviscidose, ce canal ne fonctionne pas convenablement, donc il n'expulse pas le chlore. Voilà. Maintenant, on arrive au transport actif secondaire. Ça y est, c'est bon. On a terminé par les pompes. Donc, on a vu un petit peu la majorité des pompes qui sont connues dans l'organisme. Maintenant, le transport actif secondaire. Alors ici, il faut savoir une chose.
Donc, c'est un transport. Donc, généralement, il va y avoir 2 ou plus, 3 ou 4 qui sont transportés, mais vous avez toujours. Donc, voilà, je vais te présenter un petit peu comme ça. Obligé. Alors, la membrane plasmique, on va l'expliquer un petit peu. Voilà, vous avez un transporteur, ce transporteur, voilà. Oui. Je ne maîtrise pas bien. Voilà. Et bien, voilà, on peut lui faire une coloration intérieure. C'est mieux, ça va te donner un beau schéma. Alors, donc, vous avez, alors, par exemple, 2 types de transport en actif secondaire. Vous avez le symport, on l'appelle aussi un cotransport, et vous avez l'antiport, un contre-transport. Alors, pour le symport, donc, le transporteur, on l'appelle un symporteur, avec un ER, ou un cotransporteur. Généralement, il transporte, alors ça c'est intracellulaire, le transport. Alors, vous avez le sodium, donc Na+, donc Na+, d'accord, qui est transporté, donc, selon son gradient de concentration d'un milieu extérieur plus concentré vers un intérieur. Et la cellule, elle est intelligente, elle utilise ce gradient de sodium pour transporter une autre molécule. Donc, on ne va pas l'appeler, on va l'appeler X, une molécule X, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Alors, cette molécule X, elle est transportée contre son gradient de concentration à l'intérieur de la cellule. Vous voyez, donc la molécule, la cellule, elle utilise ce gradient, donc bien sûr avec l'évolution et tout, elle a développé des transporteurs qui font entrer le sodium, par exemple, dans son sens de concentration, le gradient de concentration. C'est un moteur de force motrice pour faire entrer une autre molécule ou un autre ion contre son gradient de concentration. Mais bien sûr, mais ce sodium qui rentre, il rentre pourquoi? Parce que c'est plus concentré à l'extérieur et moins concentré à l'intérieur. Et ce gradient, il est gardé stable grâce à la pompe Na+K+, qui, elle, expulse le sodium. Alors, c'est pourquoi on l'appelle le transport actif secondaire, c'est-à-dire il est actif, mais il dépend indirectement, il dépend de l'activité de la pompe Na+K+. Imaginez, si on prend la pompe Na+K+, et on injecte, on administre l'ouabaïne qui va la bloquer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, le son, il entre toujours du milieu plus concentré vers le milieu concentré par des canaux ioniques. On a déjà vu le transport passif. Le sodium, il va entrer jusqu'à égalisation des deux côtés, c'est-à-dire le gradient va s'annuler. Pour le potassium aussi. Et donc, dans ce cas-là, si on administre l'ouabaïne à la cellule, le gradient électrochimique de sodium va disparaître et le sodium ne pourra plus entrer. Et donc, ce transport actif secondaire ne pourra pas fonctionner. Donc, le X ici ne pourra pas entrer. D'accord? C'est la même chose pour l'antiport. Donc ici, par exemple, regardez bien. Ici. Alors, vous avez ici un antiport. Alors, je vais lui faire une coloration. Voilà. Ça va donner un beau schéma. Alors, regardez, vous allez avoir toujours le sodium. Donc, la cellule va utiliser ce gradient de sodium pour faire entrer donc, le sodium. Voilà, regardez. Voilà. Le sodium va entrer. Mais cette fois-ci, alors le sodium, il va entrer en profitant du gradient électrochimique d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Et donc, cet échangeur, cet antiport, au contre-transport, va expulser une autre molécule ou un autre ion contre son gradient de concentration. Vous voyez bien. Dans le symport ou l'antiport, donc les deux, le sodium entre selon le gradient de concentration,
profitant de ce gradient, la cellule, elle va faire entrer une molécule contre son gradient de concentration à un autre ion, ça le sympore, ou expulsant une molécule contre son gradient de concentration, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Voilà. Donc c'est en général ça c'est le transport actif secondaire, donc il dépend indirectement de la pompe Na plus K+. Et si on arrête la pompe Na plus K+, on la bloque avec loi Bailly par exemple, le gradient de sodium va disparaître et donc ces deux transporteurs ne peuvent pas fonctionner. Alors, on revient. Donc voilà, donc ici, c'est ce que j'ai dit, donc il distingue deux types de transport secondaire. Le sympore transporte deux molécules différentes dans la même direction. Et bien sûr, généralement, il y a toujours le sodium en général, il y a toujours le sodium qui intervient, qui entre dans la cellule. L'antipore, la même chose, il y a toujours en majorité le sodium qui entre dans la cellule et la deuxième molécule est expulsée. Le sympore, la deuxième molécule, elle est internalisée et elle entre dans la cellule, bien sûr, contre son gradient de concentration. Alors maintenant, on va voir les exemples les plus connus. Vous avez par exemple le sympore sodium-glucose. Alors, ce sympore, c'est-à-dire, on l'appelle SGLT1, il contient 11 hélices transmembranaires, donc il est constitué de 11 domaines transmembranaires, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 11. Alors, donc, on revient au cours. Voilà. Donc, ce transporteur, ce sympore, ce symporteur, parce que quand on dit sympore, comme ça, c'est un transport. Quand on lui rajoute ER, c'est le transporteur. On parle de la structure. Donc, on la trouve où? Alors, surtout, on la trouve dans deux. Alors, écoutez bien, ça c'est important. Parce que on a vu la dernière séance, la séance du jeudi, on a vu que le glucose, il est en majorité transporté par des glutes, des perméases. Donc, c'est un transport par diffusion facilitée, transport passif. Mais il y a une exception où le glucose est transporté par transport actif secondaire. Alors, quand il s'agit, donc c'est au niveau de la muqueuse intestinale et aussi au niveau de la muqueuse rénale, au niveau des tubules rénaux. Donc, on trouve ce transporteur qu'on appelle donc sympore, donc glucose, donc T1, transporteur. Alors, au niveau de l'intestin, au niveau des cellules intestinales, donc de l'intestin grêle, les entérocytes, donc quand vous prenez des sucres, donc le glucose, il est transporté par ce transporteur. Donc il transporte, regardez bien, un glucose pour 2 sodium à l'intérieur de la cellule entérocyte. Du côté basal, donc vers le sang, donc vous avez le glucose qui va passer par des glutes 2. Alors là, au niveau basal, c'est un transport donc passif par des perméases. Donc au niveau apical de l'intestin, c'est un transport actif secondaire. Au niveau basal, c'est un transport passif. Donc par des perméases, donc diffusion facilitée par les glutes 2. Bien sûr, donc il faut savoir, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sympore Na+ glucose, il fonctionne en utilisant le gradient du sodium. Le sodium, il est plus concentré à l'extérieur de la cellule, donc il passe selon son gradient de concentration, et que l'intérieur de la cellule, elle est faible, la concentration est faible en sodium grâce à quelle structure? Bien sûr, grâce à la pompe Na+K+,
qui se trouve dans les cellules épithéliales, toujours du côté basolatéral. Et celle-ci, regardez l'expulsion de sodium, donc c'est grâce à elle que la concentration de sodium est faible et que ça va permettre à ce transporteur de fonctionner, le sodium de rentrer. Voilà. Donc ça, c'est au niveau, bien sûr, hein, après, regardez bien le sodium et le glucose. Après, il sort du côté vers le sang, qui soit transporté dans la veine porte vers le foie. Et bien sûr, il y a l'eau qui va suivre, hein, parce que l'eau, par osmose, parce que l'eau suit les molécules osmotiquement actives. Et que le sodium, c'est une molécule qui est osmotiquement très active et le glucose en deuxième position. Donc, l'eau va passer. Donc, comme ça, on va avoir quoi? On va avoir absorption d'eau donc par osmose. Alors, maintenant, vous avez le deuxième type qu'on trouve au niveau rénal, au niveau de tube proximal rénal, tube contourné proximal. Vous savez que le sang, quand il passe dans les urines, il est filtré mais dans les urines définitives, il y a 0 concentration de glucose. Pourquoi? Parce que tout le glucose est transporté et réabsorbé dans un tube rénal qu'on appelle le tube contourné proximal. Donc, seulement ce transporteur actif secondaire, le cotransport qui existe au niveau de la lumière, au niveau du pôle apical de ces cellules épithéliales de tube contourné proximal, elle transporte un seul sodium pour un glucose. Voilà la différence entre les deux. Entre celui qui se trouve au niveau des entérocytes, au niveau des cellules intestinales, et celui qui se trouve au niveau de tube contourné. Vous voyez bien sûr la même chose. Donc, en ce qui concerne le reste, c'est la même chose pour la cellule intestinale. Vous voyez, voilà. Un seul sodium. Et que si on bloque la pompe Na+K+, ce GLUT2 ne peut plus fonctionner parce que le gradient du sodium va disparaître. Maintenant, on a d'autres transporteurs, d'autres antiports et sympores. Vous avez par exemple le sympore Na+, K+, et 2Cl-. Alors, vous avez le sympore, le sympore, oui, Na+, Cl- et K+, Cl-. Vous voyez. Donc, vous avez Na+, le sympore Na+, K+, 2Cl-. On le trouve au niveau de les membranes apicales. Apicales, ça veut dire vers la lumière, hein, des cellules de tube rénal, au niveau rénal. Il assure un cotransport électroneutre. Ici, ce n'est pas électrogénique. Il ne crée pas de différence de charge. Ici, c'est électroneutre. Pourquoi? Parce que c'est neutre. Regardez, il transporte à l'intérieur 2 chargés plus et 2 moins. Donc, c'est neutralisé. Entrée d'un ion sodium, ion potassium et 2 ions chlorure dans la cellule. Donc, ici, on le trouve au niveau des tubes rénaux. Et bon, il est inhibé par des substances qu'on appelle furosémides. Alors, donc on dit c'est un diurétique. Donc, cette substance, elle est diurétique. Ça veut dire quoi? Voilà. Antidiurétique. Donc ça, je n'entre pas dans ça parce que c'est trop détaillé. Hein. Donc on va dire uniquement que elle est inhibée, ce sympore est inhibé par furosémide. Voilà, parce que sinon, ça va être plus lent. Je vais entrer dans... Alors, vous avez aussi le sympore Na+. Alors, regardez, le sympore Na+, Cl-, la membrane apicale toujours des tubules rénaux. Alors, elle permet l'entrée dans la cellule simultanée de Na+, et Cl-. Elle est inhibée par les thiazidiques, donc des substances thiazidiques, voilà. Donc, ce sont des... voilà. C'est des médicaments. Hein. Seulement, quand on dit elle est inhibée par les diurétiques, pourquoi on les appelle diurétiques? Ça veut dire ces médicaments
provoque une libération importante d'urine. Tout simplement, donc, ces symporteurs, ils interviennent dans l'absorption des ions et donc de l'eau après, par osmose. Et que si on les inhibe, il n'y aura pas absorption des ions, donc il n'y aura pas absorption d'eau par osmose, et donc l'eau, elle n'est pas absorbée, elle est libérée par les urines. Et donc on va avoir quoi? Une quantité d'urine très importante qui sera libérée, c'est pourquoi on les appelle ces médicaments des médicaments diurétiques. Ça veut dire ça provoque une libération importante d'urine. Alors vous avez également un autre symbole K+, Cl-, regardez, ici, on les trouve au niveau de la membrane basolatérale, c'est le basal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire basal? Donc, le tube rénal et permet la sortie simultanée d'ions potassiques et ions chlorure vers le liquide interstitiel. C'est-à-dire basal, ça veut dire vers le sang, vers le liquide interstitiel, une expulsion du K+, et Cl. Voilà, donc, les plus connus. Donc, on voit bien qu'ils sont en majorité situés dans les cellules rénales, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas ailleurs. Voilà. Donc maintenant, pour les antiports. Antiports, ça veut dire, c'est ce qu'on... Alors, on voit que la majorité ont utilisé le Na+, regardez, Na+, bon, ici non. Donc ça veut dire ici, le schéma qu'on a fait ici, regardez, en majorité, il y a le Na+, qui intervient, mais pas systématiquement. C'est-à-dire, c'est pas systématique, c'est-à-dire dans certains cas, on ne peut pas avoir le Na+, ici. Hein. Mais on va avoir une autre molécule, un autre ion, mais elle va entrer dans le sens de son gradient de concentration et elle va entraîner l'autre contre son gradient de concentration. D'accord? Donc, ce n'est pas systématique. Mais en majorité des cas, il y a le sodium. Par exemple, ici, on n'a pas le sodium. Voilà. On peut avoir le H+, par exemple, aussi. Alors, les antiports. Voilà, par exemple, ici, on a un exemple. Les antiports, donc, c'est le contraire. Donc, le sodium, par exemple, entre et le calcium sort. L'échangeur Na+, calcium aussi. Regardez. Alors, le calcium, donc le sodium, il rentre. Alors, ici, on a mis deux flèches. Bon, en fait, ici, je vais vous demander de retenir l'entrée de sodium et la sortie de potassium. D'accord? Et que ne prenez pas en considération les flèches qui sont, parce que ici, là, le sodium, alors, s'il vous plaît, là, je vais vous demander de corriger cette flèche pour cet antiport, ne la mettez pas à l'extérieur. Vous l'enlevez dans votre cours, il faut la supprimer. Vous gardez uniquement la flèche à l'intérieur. Donc ici, 3 Na+ vont entrer selon leur gradient de concentration et le calcium, ici vous l'enlevez, vous gardez la flèche extérieure, donc le calcium va sortir. D'accord? Voilà, donc je vous demande de le faire. Donc ici, voilà. Donc, je répète, j'insiste sur ça, parce que je ne veux pas avoir des erreurs dans l'examen. Donc ici, le sodium, 3 Na+ sodium vont entrer dans la cellule et un calcium qui va sortir de la cellule. Alors, c'est ce qu'on appelle l'antiport Na+ calcium. D'accord? Dans un moment plasmique assure l'échange. Là, vous l'enlevez. C'est pas bidirectionnel. En fait, c'est la pompe calcique de tout à l'heure qui est bidirectionnelle et quand on lui change les concentrations de calcium, ça vous l'enlevez. Elle n'est pas bidirectionnelle. Donc ici, le Na+, il rentre. Selon son gradient de concentration, c'est une force motrice et il fait expulser le calcium contre son gradient de concentration. Alors, cet échangeur est présent au niveau des cardiomyocytes, des fibres musculaires lisses et des neurones. Oui, regardez bien, on le trouve un peu partout dans les cellules. Hein.
Cependant, en fait, on peut dire qu'il est surexprimé dans les cellules, par exemple musculaires, et les cellules nerveuses. Pourquoi? Et les cellules endocrines aussi. En fait, parce que dans les cellules cardiaques, les cardiaques musculaires, donc il y a une entrée de calcium dans la cellule qui, par exemple, surtout le cardiaque, entrée de calcium qui va plus tard donc provoquer la contraction musculaire. Et que le calcium qui est entré par le milieu extracellulaire doit être expulsé par la pompe calcique qu'on a vue tout à l'heure, mais aussi par cet anticorps. Alors, je répète, les cellules, par exemple musculaires, par exemple des cardiomyocytes, quand elles se contractent, elles ont besoin, donc il y a toujours du calcium qui rentre du milieu extracellulaire dans la cellule. Après contraction, le calcium qui est entré doit être expulsé vers le milieu extracellulaire par des pompes calciques qu'on a vues tout à l'heure, donc transport actif primaire, et par donc cet anticorps 3Na+, et calcium. Donc c'est un transport actif secondaire. Bien sûr, pourquoi? Parce que après contraction, la concentration du calcium dans le cytosol doit retrouver sa valeur initiale qui est faible pour une nouvelle contraction, pour une nouvelle entrée de calcium. Pour le fibre, pour le neurone, c'est la même chose. Les neurones, vous savez que donc, quand il y a une exocytose au niveau des synapses, vous avez fait ça en première année, donc une Mischbeck, quand il y a une entrée de calcium dans les terminaisons nerveuses, donc surtout l'élément donc présynaptique, il doit y avoir une entrée de calcium pour déclencher l'exocytose de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Donc la cellule, donc l'élément présynaptique, il a fait entrer le calcium. Et ce calcium qui est entré, il doit être expulsé après. Donc il est expulsé par la pompe calcique, mais aussi par cet anticorps calcium-sodium pour garder la concentration intracellulaire faible de calcium pour une autre donc exocytose, toujours. Donc à chaque fois une entrée de calcium, il faut qu'il soit après donc expulsé. D'accord? Voilà. Donc la même chose pour les cellules endocrines, parce que la cellule endocrine qui libère des hormones par exocytose, elle doit faire entrer du calcium dans le cytosol du milieu extracellulaire. Après exocytose, donc le calcium il est très important pour l'exocytose. Après exocytose, ce calcium qui est entré dans la cellule doit être expulsé. Il est expulsé par la pompe calcique, mais aussi cet échangeur, cet anticorps Na+ calcium. Alors, donc ici, l'échangeur, on a aussi un échangeur Na+, H+. Donc, regardez bien. Le Na+, il entre dans la cellule, les protons H+, sont expulsés. Donc, cet échangeur, on la trouve au niveau des membranes cellulaires de toutes les cellules, d'accord? En fait, comme on a dit tout à l'heure, concernant la pompe à protons, la pompe à H+, donc c'est une pompe qu'on trouve au niveau des membranes, par exemple les lysosomes, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter, on la trouve au niveau de la membrane plasmique et elle expulse les protons H+, produits par le métabolisme. Vous savez, dans la cellule, il y a du métabolisme, de dégradation, etc. Donc, ça libère donc des protons H+, dans la cellule, et ces protons H+, s'ils restent dans la cellule, elles vont augmenter, elles vont diminuer le pH, donc il va y avoir une acidification. Et là, c'est très grave pour la cellule, donc ça va bloquer beaucoup de fonctionnalités, cette acidification, beaucoup d'enzymes par exemple, tout, et donc ça va conduire à la mort cellulaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, ces protons H+, qui sont libérés par le métabolisme cellulaire vont être expulsés par la
pompe à protons qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi par cet antipore. Vous voyez bien, le sodium selon son gradient de concentration, et le H+ est expulsé contre son gradient de concentration. Donc le pH du milieu est toujours neutre à 7,3 à peu près. Donc le pH, à chaque fois il y a un proton, il est expulsé contre son gradient de concentration. D'accord? Donc il ne va pas y avoir accumulation de protons H+ dans la cellule. C'est-à-dire que la cellule n'arrive pas à ce degré d'accumulation. Il y a toujours expulsion de H+, donc ça garde réguler le pH intracellulaire en s'opposant à l'acidification. Alors, cet antipore, il est inhibé par l'amyloride. Donc, c'est un médicament. Donc, si on l'inhibe, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir... C'est vrai que la pompe à protons, elle va fonctionner, mais à elle seule, ça ne va pas suffire. Donc, on va avoir une acidification du milieu cellulaire et donc une mort cellulaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme... Oui, là, alors, on a l'antipore HCO3- et chlore. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un échangeur d'anions. Échangeur d'anions, et comme vous voyez ici, il n'y a pas de sodium. Vous voyez, donc ce n'est pas systématique. Mais toujours, il y a un qui est transporté dans le sens de son gradient de concentration et l'autre contre son gradient de concentration. Alors, cet échangeur d'anions, on l'appelle bande 3 dans les globules rouges. Il joue un rôle très important dans le transport donc, du CO2. Dans les globules rouges, cet échangeur d'anions, on l'appelle la bande 3. Uniquement dans les globules rouges qu'on l'appelle bande 3. Ailleurs, on l'appelle échangeur d'anions. Il permet de lutter contre l'alcalinisation du cytosol. Pourquoi? Parce que, tout simplement, regardez ici donc le schéma. Donc, cet antipore, il fonctionne selon le changement de concentration des bicarbonates, HCO3. Alors, quand le bicarbonate augmente dans la cellule, donc il va passer, regarde, d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré, et bien sûr, il va entraîner une entrée de chlore. Mais attention, quand la concentration de ce bicarbonate est faible, il fonctionne dans le sens inverse, c'est-à-dire les bicarbonates vont entrer d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré, et cette fois-ci, le chlore va être expulsé, c'est-à-dire c'est le contraire. Et donc c'est le contraire, donc il fonctionne selon la concentration des bicarbonates. Donc on vous a dit, donc son rôle il est très important dans les globules rouges. Donc, pourquoi? Donc vous allez me suivre, je vais expliquer, c'est très facile. Alors imaginez que cette cellule, c'est du globule rouge, d'accord? Alors le globule rouge, donc, vous allez voir CO2, donc au niveau des cellules, quand un globule rouge arrive au niveau des cellules, en fait, les tissus libèrent du CO2 suite à la respiration. Donc quand il y a respiration cellulaire, donc la mitochondrie, elle consomme du O2. Donc vous vous rappelez quand vous avez fait la phosphorylation oxydative dans les mitochondries, vous avez le cycle de Krebs. Donc, il y a production du CO2 dans le cycle de Krebs. D'accord? Donc, ce CO2, donc, il va être libéré dans la cellule et aussi par les cellules. Donc, c'est un gaz. Le gaz diffuse librement à travers les cellules. Il entre dans les globules rouges facilement. Et quand il entre dans le globule rouge, il va se transformer en anhydrase. Il va se transformer en acide carbonique. Donc, par une enzyme qu'on trouve uniquement dans la cellule, dans les cellules qu'on appelle c'est anhydrase carbonique. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça, mais obligé d'expliquer cette planche. Mais c'est bien, c'est-à-dire parce que ça, on va le revoir après. Donc, le CO2 dans la cellule,
avec H2O, donc CO2 plus H2O, ça va nous donner H2CO3. Donc c'est de l'acide carbonique, donc c'est un acide faible, donc sous l'effet d'une enzyme, c'est une réaction catalysée par anhydrase carbonique qu'on trouve uniquement dans la cellule. Ça veut dire que cette réaction elle est faible à l'extérieur de la cellule. Donc l'acide carbonique, c'est un acide faible. On a des millions de ces molécules qui vont être produites. Donc, elles vont se dissocier en H+, et HCO3-. H+ et HCO3-. C'est un acide faible, donc ça se dissocie facilement. Donc, les H+, qui sont là dans les globules rouges, H+, elles ne vont pas acidifier le milieu parce qu'elles vont être tamponnées, fixées par l'hémoglobine. L'hémoglobine va fixer les H+, empêchant ainsi l'acidification du milieu donc intérieur des globules rouges. Mais qu'est-ce qui se passe pour les HCO3-, les millions de bicarbonates qui sont libérés dans la cellule du globule rouge, donc ça risque d'alcaliniser le milieu. Maintenant, c'est pas ce qui se passe. En fait, ils vont tous être expulsés dans le plasma. Le plasma, donc, c'est la fraction liquide du sang. Donc, vous avez le globule rouge et vous avez le plasma. Le milieu extérieur des globules rouges, ce qu'on appelle le plasma. Donc, vous voyez donc elle fonctionne. Pourquoi cet échangeur fonctionne? Parce que la concentration des bicarbonates est importante dans le globule rouge. Donc, les bicarbonates vont passer dans le milieu, dans le plasma. Donc, dans le globule rouge vers le plasma. Et le chlore va, bien sûr, va remplacer ces bicarbonates. Et bien sûr, le chlore n'a pas d'effet sur le pH. Parce que, voilà. Maintenant, bien sûr, ce même globule rouge, il arrive au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? Tout le CO2 qui se trouve ici, regardez bien. Cette réaction, elle va s'inverser. Donc, le CO2 qui se trouve au niveau, les bicarbonates qui se trouvent dans le globule rouge vont toutes être transformés en CO2 sous l'effet de l'anhydrase carbonique toujours. Donc, c'est une réaction qui s'inverse selon la concentration du CO2. Alors, si CO2 augmente, elle va dans ce sens. Mais si au CO2 diminue, la pression partielle diminue, c'est ce qui se passe au niveau des poumons, parce qu'au niveau des poumons, tout le CO2 va sortir par expiration. Donc, cette pression partielle va diminuer. Donc, cette réaction va s'inverser. Donc, tous les bicarbonates dans le globule rouge vont se transformer en CO2. Et du coup, on va avoir une concentration très faible de bicarbonate par rapport au milieu plasmatique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les bicarbonates vont retourner dans le globule rouge pour être toutes transformées en CO2 qui va être expulsé par expiration. J'espère que c'est clair. Mais je vous ai dit, bon, pour les étudiants qui ont compris, c'est bien, sinon, donc on va le refaire en deuxième année, quand on fera la respiration. Donc, c'est une forme de transport de CO2. D'accord? Et là, c'est juste dans le cours, c'est pour expliquer donc, le rôle de cet échangeur d'amines. Voilà. Maintenant, donc, on a cité la majorité des transporteurs. Vous avez ici, regardez les pompes, et donc le transport actif primaire et le transport actif secondaire. Juste, j'ai oublié une chose. Regardez bien, on n'a pas cité, par exemple, quand on a vu la pompe, voilà, cette pompe à proton, regardez bien. C'est une pompe, on l'a dit, elle est présente au niveau de la membrane plasmique. Elle va servir à expulser les protons H+, donc pour garder le pH cytoplasmique stable. Donc on la trouve au niveau des lysosomes, la membrane des lysosomes. Donc elle expulse à l'intérieur des lysosomes des protons H+, pour garder un pH acide, pH égal à 5 des lysosomes, il est important. Mais aussi cette pompe, on la trouve également, et vous vous souvenez,
on la trouve également au niveau de la mitochondrie. Mais seulement au niveau de la mitochondrie, donc c'est la pompe H+ synthase. Vous vous souvenez quand vous avez fait au lycée, au terminal, la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Mais ici, c'est le contraire, elle transporte les pompes H+ d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Dans ce cas-là, elle n'hydrolyse pas de l'ATP, mais elle le produit. J'espère que c'est clair. Au niveau de la mitochondrie. Voilà, donc on arrive... alors, pour le dernier, donc ici, regardez bien, pour le transport membranaire avec mouvement de la membrane. Alors ici, c'est le transport donc des macromolécules, de grosses molécules que les transporteurs ne peuvent pas transporter. Donc il faut l'intervention, il faut l'intégralité de la membrane soit donc mise en œuvre. Mécanisme qui fait intervenir la membrane plasmique. Alors, vous avez l'endocytose et vous avez l'exocytose. L'endocytose, c'est de faire entrer des macromolécules à l'intérieur de la cellule. Donc, vous avez 3 types plus importants. Vous avez la pinocytose. La pinocytose est un type d'endocytose non spécifique, c'est-à-dire ici, dire qu'il n'y a pas d'intervention de récepteurs. Donc, n'importe quelle molécule va être endocytée, mais bien que... En fait, spécifique, non spécifique. Donc, endocytose, il y a signalisation quand même. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? La pinocytose, c'est une endocytose de macromolécules. Elle est continuelle. Donc, pas forcément régulée, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'une régulation, enfin ou d'une signalisation. Je ne vais pas dire de bêtises. D'accord. Les vésicules qui sont formées à l'intérieur de la cellule, regardez le schéma, elles sont petites. D'accord. Vésicules petites. Donc c'est une pinocytose, on la trouve dans toutes les cellules. La pinocytose, donc, c'est un moyen aussi de nutrition de micro-organismes, par exemple les protozoaires, les paramécies, les amibes, celles des unicellulaires qu'on trouve par exemple dans la nature, dans les étangs, d'accord. Elle utilise, on dit la cellule, elle boit, la cellule boit. Les cellules également, par exemple, elle utilise la pinocytose aussi pour le mouvement de la cellule. Alors, vous voyez, donc je vais utiliser ici. Alors je vais effacer ça. Donc nouveau. Alors. Pourquoi je trouve pas ici nouveau? Non. Bon. Je vais effacer tout ça. Voilà. Alors, donc, la pinocytose, on a dit, la cellule, elle utilise aussi pour donc, le mouvement. Alors, si par exemple, vous avez un fibroblaste, ce sont des cellules de tissu conjonctif. Donc, vous avez par exemple une cellule. Hein, vous avez une cellule. Donc, vous allez avoir, donc, si par exemple, une pinocytose ici, regardez, une pinocytose. Voilà. Alors, il y a des vésicules qui vont venir ici. Elles vont aller vers l'arrière et rajouter alors, elles vont fusionner avec la membrane de l'arrière et donc, on va rajouter une membrane plasmique. Bien sûr, la surface membranaire ne va pas changer. Donc, ça, regardez, quand il y a des centaines de ces vésicules qui vont
venir de l'arrière vers l'avant. Donc ça va provoquer comme quoi le mouvement de la cellule vers l'avant. Vous voyez. Donc, comme vous voyez, elle est utilisée aussi pour le mouvement, donc la locomotion des cellules. Également, il faut savoir une chose, que quand la cellule utilise la pinocytose, regardez bien. Alors, il va y avoir une pinocytose ici. Donc, à l'intérieur, s'il y a des molécules qui vont être endocytées, il va y avoir des molécules ici. Alors, donc il y a deux cas. Soit ces vésicules de pinocytose vont s'associer au lysosome et donc le produit qui a été endocyté va être dégradé, soit donc ces vésicules de pinocytose ne vont pas se lier au lysosome, mais elles vont faire juste traverser pour aller de l'autre côté de la cellule et libérer le produit qui a été endocyté, quel qu'il est, sans changement. Dans ce cas-là, on parle de transcytose. Transcytose. Donc ça veut dire c'est une pinocytose, une forme de pinocytose, sans que les molécules soient dégradées par les lysosomes. Elles ne font que passer la membrane, la cellule. Elles vont passer la cellule. Et ça, on le remarque surtout dans les cellules endothéliales. Donc les capillaires sanguins, par exemple, les capillaires sanguins, ils sont constitués uniquement d'une seule couche de cellules qu'on appelle les cellules endothéliales. Donc le sang, il est séparé du milieu interstitiel par une cellule qu'on appelle la cellule endothéliale et que à travers cette cellule, il peut y avoir passage de substances de part et d'autre, du sang vers le liquide interstitiel ou du liquide interstitiel vers le sang, à travers cette cellule. Voilà. Donc, également, je ne sais pas ce que vous vous rappelez, l'exocytose, par exemple, l'endocytose. Là, c'est l'exocytose. On va le voir. Alors, donc, vous avez l'endocytose par des récepteurs. Cette fois-ci, s'il y a une endocytose, mais regardez le schéma, il y a des récepteurs. Bien sûr, ces récepteurs ne se trouvent pas comme ça d'une façon uniforme au niveau d'un membrane plasmique, mais dans des puits de revêtus, des puits bien particuliers, donc ce qu'on appelle les radolipidiques, donc des épaississements. D'ailleurs, comme on remarque par rapport à l'autre partie de la membrane, donc il y a un épaississement, c'est épais. Donc là, il y a une accumulation de récepteurs qui vont, par exemple, ici on a donné un exemple de lipoprotéines LDL, lipoprotéines, donc ici les lipides, donc ça sont des lipides associés à des protéines qui circulent dans le sang. Donc c'est une forme, vous savez que les lipides dans le sang ne circulent pas librement, mais ils sont associés à des protéines, des apoprotéines, et les deux forment ce qu'on appelle des lipoprotéines, et que donc les cellules, elles captent ces lipoprotéines par des récepteurs. Alors vous voyez bien donc ce qu'on appelle l'endocytose par des récepteurs. Vous voyez, donc ça forme des vésicules récepteurs. Voilà. Et regardez bien, à l'intérieur, il y a endocytose même des récepteurs. Et bien sûr, après, ces vésicules, elles vont se diviser en deux. Il y a une vésicule qui va comporter uniquement des récepteurs. Ces récepteurs vont être recyclés et les LDL, donc les molécules endocytées, vont être donc dégradées en s'associant à des lysosomes. Les vésicules vont s'associer à des lysosomes. Vous voyez, ces récepteurs, c'est vrai qu'ils sont endocytés, mais ils vont être recyclés après. Vous avez aussi la phagocytose. La phagocytose, alors attention, la phagocytose, elle ne se retrouve pas, c'est une
endocytose, mais qu'on ne retrouve pas dans toutes les cellules, uniquement donc vous avez des cellules immunitaires, donc par exemple les macrophages, et vous avez les neutrophiles aussi. Vous avez aussi des cellules, voilà. Donc on ne la trouve pas partout. Donc ici, la particularité, c'est que, regardez bien, on va avoir la formation de pseudopodes. Regardez bien ici, dans la pinocytose et l'endocytose, il n'y a pas formation de ces pseudopodes. Il y a formation de cette invagination vers l'extérieur de la membrane. Et bien sûr, les particules à phagocyter, elles doivent être grosses, plus importantes que les deux. Et donc, on va voir formation de phagosomes, donc ceux qui ont un diamètre plus important. Donc, les vésicules de phagocytose sont très grosses. Donc, bien sûr, parce que ça, la phagocytose, vous savez, donc les cellules phagocytées sont des débris de bactéries, des bactéries en entier, des débris cellulaires, etc. Donc, c'est très gros. Donc, voilà. Donc, phagocytose. Donc, c'est une forme d'endocytose qu'on ne trouve pas dans toutes les cellules, uniquement dans certaines cellules immunitaires comme les neutrophiles, les granulocytes neutrophiles, et vous avez surtout aussi les macrophages. Voilà. Maintenant, pour l'exocytose, c'est l'inverse. Donc, c'est un processus pour éliminer ce qui est produit à l'intérieur de la cellule. Ce mécanisme permet à la cellule d'expulser dans le milieu extracellulaire des substances qu'elle a fabriquées, exemple neurotransmetteurs, des hormones et tout. L'exocytose, bien sûr, on a dit, il faut une entrée de calcium pour que ce processus soit déclenché. L'endocytose et l'exocytose, il y a l'intervention très importante de cytosquelettes. Donc, c'est un réseau de fibres de protéines, qui se trouvent sous la membrane plasmique. D'accord. Donc, il sert à se débarrasser, par exemple, des débris cellulaires, mais aussi de sécrétions. Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, vous voyez, donc, vous avez l'exocytose, il y a une exocytose continuelle, non régulée, c'est-à-dire la cellule. Vous savez que toutes les cellules se retrouvent dans leur milieu, qu'on appelle la matrice extracellulaire, et que la matrice extracellulaire, elle est constituée de protéines, de fibres par exemple, de collagène, de fibres de l'acide, de glycoprotéines, de glycosaminoglycanes, etc. Donc, et que les constituants de la matrice extracellulaire sont toujours fabriqués par les protéines qui les constituent. Donc, si vous prenez par exemple le tissu osseux, la matrice extracellulaire du tissu osseux, elle est produite par les cellules osseuses. Si vous prenez par exemple la matrice extracellulaire du tissu musculaire, elle est produite par les cellules musculaires, et ainsi de suite. Le tissu conjonctif, par exemple, la matrice, elle est produite par donc, les fibroblastes. Le fibroblast continuellement libère ces éléments vers la matrice qui constitue la matrice extracellulaire. Donc, c'est une exocytose qui n'est pas régulée. Mais vous avez un autre type d'exocytose qui est régulée, c'est-à-dire il faut une signalisation, il faut une stimulation, par exemple, des hormones, des neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, il est libéré parce qu'il y a l'influx nerveux qui arrive vers la terminaison axonale. L'influx nerveux qui va, vous vous souvenez, qui va provoquer l'ouverture des canaux calciques, une entrée de calcium, et hop, vous avez là l'exocytose de neurotransmetteurs. La même chose pour les hormones. Les cellules glandulaires, avant de libérer les hormones, il faut qu'elles reçoivent une signalisation, soit donc un ligand un récepteur qui lie un ligand, ou par aussi une entrée de calcium aussi pour l'exocytose, etc. Donc, l'exocytose, vous avez non régulé, par exemple, la libération des éléments qui constituent la matrice extracellulaire, et vous avez régulé, par exemple, la libération de neurotransmetteurs et d'hormones. Pour l'exocytose, donc le dernier
Par exemple, vous avez l'exocytose qui est continuelle, regardez bien. Alors ça, c'est l'élément présynaptique. Vous avez l'exocytose, d'accord? Toujours, donc vous avez l'exocytose, donc les vésicules qui vont s'unir ou s'adhérer, fusionner avec la membrane pour libérer les constituants. Mais d'un côté, vous allez avoir une pinocytose qui est continuelle. Alors, pourquoi cette pinocytose? En fait, c'est pour garder la surface de l'élément présynaptique stable. Parce que, vous voyez, quand il y a une exocytose continuelle, il y a un rajout de la surface de la membrane plasmique. Et elle doit être stable. Mais il n'y a pas une augmentation de la surface. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une pinocytose d'un autre côté, regardez, pour garder toujours la surface, donc membrane, qui est la surface de l'élément présynaptique stable. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point qu'on a, donc que je viens de citer. Alors, on a terminé par le cours. Là, on a terminé le premier chapitre, d'accord? Donc, le prochain chapitre, ça va être la communication cellulaire et la signalisation cellulaire. J'espère que c'est clair, c'est très clair. Voilà. Je vous remercie. Merci, madame. Est-ce que l'enregistrement s'est bien passé? Oui, c'est bon, c'est J'espère. bien passé. Je vais l'arrêter tout de suite. Très bien. Voilà, donc bien sûr, vous avez ces deux cours. Ça, c'est le premier chapitre. Bien sûr que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vous ai promis, donc on va organiser une séance